Bonjour tout le monde. On va commencer un nouveau chapitre aujourd'hui sur le sens d'évolution d'une réaction. Qu'est-ce que le sens d'évolution d'une réaction? C'est quand on a une réaction, est-ce qu'il va évoluer dans le sens direct ou dans le sens indirect? Cette image par exemple, c'est vous avez par exemple quelqu'un qui fait du skate, ça descend comme ça, donc il descend de droite à gauche, sauf que quand il va remonter de l'autre côté, il va redescendre de ce côté. Donc ça veut dire que la réaction peut se passer, c'est un peu la même chose, dans le sens direct, donc de gauche à droite, mais elle peut se passer aussi de droite à gauche. Et on verra justement dans quel cas est-ce que ça fait l'un ou l'autre. N'oubliez pas, vous avez en fin de cours, vous pourrez faire ce QCM là. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous verrez que pour une réaction, on l'écrira parfois comme ça. Vous voulez mettre juste une flèche ou un égal. Je vous rappelle que le égal, on utilise pour, par exemple, les demi-équations d'oxyde de réduction ou d'acide base. Là, on va pouvoir utiliser, au lieu d'une flèche simple qui symbolise une réaction totale, une flèche à double sens comme ça, qui symbolise le fait qu'une réaction peut aller dans ce sens-là, mais elle peut aussi se produire dans l'autre sens. Donc des produits vers les réactifs. Et on dit qu'il y a un équilibre. Donc exemple, on prend l'équation, la réaction chimique dont l'équation est AA plus BB qui donne CC plus DB. Donc la réaction se forme entre deux réactifs, A et B, et ça forme deux produits, C et D. On dit dans ce cas-là que la réaction se forme dans le sens direct, de la gauche vers la droite. Par contre, si ce sont les produits C et D qui forment les réactifs A et B, donc dans ce cas-là, ce ne sont plus des produits, ce ne sont plus des réactifs, donc C et D ce sont des réactifs, et A et B ce sont des produits. Dans ce cas-là, on dit que la réaction se produit dans le sens indirect, sens 2. Et en réalité, dans une réaction équilibrée, on a toujours ces deux sens-là. Donc on a toujours, quand on a A et B, ils vont réagir entre eux pour former C et D, et à partir du moment où on a une petite quantité de C et de D, ils peuvent réagir entre eux pour redonner A et B. Sauf que, en général, C et D, la vitesse de réaction dans le sens indirect est moins importante que celle dans le sens direct. C'est ce qu'on voit ici, sur ce schéma-là. Donc au début, la réaction directe est beaucoup plus importante, la vitesse est beaucoup plus importante que la réaction inverse, dans le sens indirect. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui va se passer? On aura de plus en plus de C et D qui vont se former, donc de produits qui vont se former, donc la vitesse va augmenter. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était un facteur cinétique, donc la concentration des réactifs est un facteur cinétique. C et D devenant des réactifs, plus leur concentration augmente, plus la vitesse de réaction dans le sens 2 va augmenter aussi. Alors que dans le sens direct, c'est le contraire. Les réactifs diminuent, donc comme les réactifs diminuent, la vitesse diminue. Donc, d'un côté, la réaction directe, sa vitesse va diminuer, et dans l'autre sens, la réaction inverse, sa vitesse va augmenter. Et à un moment donné, on aura un équilibre entre la vitesse du sens 1 et la vitesse du sens 2, direct et indirect. Et c'est là qu'on atteint ce qu'on appelle l'équilibre. Ça veut dire qu'on aura autant de produits C et D qui vont se former que de réactifs A et B qui vont se former dans l'autre sens. Donc finalement, les proportions vont rester identiques, même si la réaction continue toujours dans les deux sens. Donc c'est pour ça qu'on parle de réaction équilibrée. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Donc j'ai tout dit en même temps. Donc je vous laisserai lire ça chez vous. Donc, en gros, je reprends peut-être. Donc si la vitesse est plus importante dans le sens direct que dans le sens indirect, globalement, la réaction va se produire dans le sens direct. Si elle est plus importante dans le sens indirect que dans le sens direct, globalement, elle va se produire dans le sens indirect. Et si on a égalité des vitesses, dans ce cas-là, on aura équilibre, un état d'équilibre. Donc, quand on atteint l'état d'équilibre, ça veut dire qu'on a une proportion qui ne change pas de produit par rapport au réactif. Et dans ce cas-là, on va parler d'une
on va mettre en place une constante qu'on appelle la constante d'équilibre de la réaction, K, et cette constante dépend de la température. Ça veut dire que par exemple, elle va être égale à, je dis n'importe quoi, elle va être égale à 4 à 25 degrés. Ça veut dire que si vous faites cette température à 25 degrés, vous savez que cette constante d'équilibre sera toujours égale à 4. Par contre, si vous faites cette réaction à 10 degrés, elle sera plus égale à 4, elle sera égale à 2 par exemple. Elle sera peut-être égale à 2, mais à 10 degrés, ce sera toujours égal à 2. Donc ça dépend de la température. C'est pour ça que souvent dans les livres, vous pouvez voir écrire KT au lieu de K, tout simple. On voit K avec un petit indice T pour dire que ça dépend de la température. Donc, pour une réaction AA plus BB qui donne CC plus DD, la constante d'équilibre K est très simple. C'est égal au produit de la concentration des produits affectés de la puissance qui est leur coefficient stoichiométrique. Donc, concentration molaire de C fois le coefficient stoichiométrique fois puissance, je dis des bêtises, je répète, concentration molaire de C puissance son coefficient stoichiométrique multiplié par concentration de D puissance son coefficient stoichiométrique divisé par la même chose pour les réactifs. Donc ce sont les produits divisés par les réactifs. Attention, quelque chose de très important, n'oubliez jamais équilibre. Vu que c'est la constante d'équilibre, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'on est à l'équilibre, quand on a la proportion qui ne bouge plus, comme je vous ai dit. Et en fait, les concentrations des produits et des réactifs sont pris à l'équilibre. Donc quand la réaction est terminée, donc à X final, l'avancement final. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. Avec équilibre aussi, n'oubliez pas. On va prendre quelques exemples de réactions ensuite, qui sont très très importantes. Ça bug, j'attends que ça revienne. Voilà. Donc, attention, la constante d'équilibre n'a pas d'unité. Pourquoi ça n'a pas d'unité? Mol par litre sur mol par litre, mol par litre sur mol par litre. Donc, ça n'a pas d'unité, de façon globale. Parce que aussi, on verra plus tard avec les exemples, ce sera plus simple. Une chose très importante aussi, si un des réactifs ou un des produits correspond au solvant, on remplace sa concentration par C0, la concentration standard. On a vu que c'était égal à 1 mol par litre, la concentration standard. Donc si un des réactifs ou un des produits, plusieurs même, est un solvant, on mettra 1, parce que ça n'existe pas de concentration d'un solvant. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'on parle de concentration dans une solution. Donc c'est la concentration d'un soluté dans une solution. Une solution, c'est un solvant plus un ou plusieurs solutés. Donc on ne peut pas dire la concentration d'un solvant dans un solvant, ça n'existe pas. Et c'est la même chose si on a un réactif ou un produit qui est à l'état solide. Un solide n'a pas de concentration, donc dans ce cas-là, on remplacera sa concentration, qui n'existe pas, par la concentration standard C0. Tout ça pour que la constante d'équilibre n'ait pas d'unité. Parce que si jamais, on va prendre l'exemple, je vous donnerai l'exemple tout à l'heure. Exemple, la constante d'acidité. C'est un exemple, mais qui est à retenir. La constante d'acidité, c'est la constante d'équilibre d'une réaction acido-basique qui a lieu entre un acide et l'eau. Donc ça veut dire entre un acide et l'eau qui sera une base. Donc ce sera quel couple? Le couple dans lequel l'eau est une base, c'est H3O plus H2O. Donc la réaction, ce sera AH plus H2O, donc l'acide plus l'eau qui est une base, va donner la base conjuguée de AH, donc c'est A-, et l'acide conjugué de H2O qui est H3O+. Et donc, comment est-ce qu'on écrit cette constante d'équilibre, qui est la constante d'acidité? On a dit tout à l'heure que c'était les produits, la concentration des produits affectés de leur coefficient stoichiométrique sur celle des réactifs. Donc ça va être A- fois H3O+, vu que les coefficients stoichiométriques c'est 1 ici, donc il n'y a pas de puissance, divisé par AH fois H2O. Sauf que H2O, vous voyez ici, c'est pas aqueux, c'est liquide. Pourquoi? Parce que c'est le solvant. Donc comme c'est le solvant, on va mettre C0 à la place de concentration de H2O qui ne veut rien dire. Et c'est ce que vous avez ici. Donc ça c'est à connaître par cœur.
c'est la formule générale de la constante d'acidité d'un couple acide-base. C'est toujours la base au-dessus, l'acide en bas. Donc la base fois H3O+, sur l'acide, fois la concentration standard. Donc à connaître par cœur. Et on voit bien ici que mol par litre fois mol par litre sur mol par litre fois mol par litre, ça fait bien quelque chose qui est sans unité. Autre exemple, le produit ionique de l'eau. C'est toujours une constante d'équilibre, mais pour une autre réaction qu'on a déjà vue la semaine dernière. Cette réaction, c'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Vous vous rappelez que c'est lorsque deux molécules d'eau réagissent entre elles pour donner H3O+, plus HO-. Une molécule d'eau qui agit comme un acide et l'autre qui agit comme une base. Donc ça, c'est à connaître par cœur, rappelez-vous. Je mets une double flèche ici parce que on a bien vu que c'était une réaction équilibrée. Et donc la constante de réaction ici, qui s'appelle produit ionique de l'eau, je vais vous dire pourquoi ça s'appelle comme ça. Ce sera H3O+, puissance 1, puisqu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, c'est 1, fois HO-, sa concentration, puissance 1, divisé par la concentration de H2O, puissance 2, au carré. Sauf que la concentration de H2O, ça ne veut rien dire, c'est le solvant. Donc, à la place, on va remplacer ça par la concentration standard, au carré. Et c'est ce que vous avez ici. Et encore une fois, le produit ionique de l'eau n'a pas d'unité. Ça, c'est égal à 1. Mais le problème, c'est que si on ne le met pas, ça ne change rien à la valeur, mais ça va changer quelque chose sur les unités. Donc, il faut le laisser. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle ça produit ionique de l'eau? Produit ionique parce que c'est un produit, multiplication, des deux ions qui sont dans l'eau. Parce que dans l'eau, même dans de l'eau pure, il y a toujours une petite proportion de H3O+, et de HO-. On ne peut pas avoir d'eau pure sans ces ions-là. Parce que quand vous avez deux molécules d'eau qui sont ensemble, il y en a une qui va se comporter comme un acide, l'autre comme une base, pour former HO- et H3O+, en petite quantité. Pas en grande quantité, ce n'est pas une réaction totale, c'est une réaction équilibrée. Ensuite, qu'est-ce que le quotient de réaction? Donc, comme on a vu que on a vu que la constante d'équilibre d'une réaction, c'était en gros les produits sur les réactifs, mais à l'équilibre. Donc toujours la concentration, c'est à l'équilibre. Donc maintenant, si on prend une réaction en cours de route, on n'est pas encore arrivé à la fin, à X final, on peut mettre en place, déterminer ce qu'on appelle le quotient de réaction. C'est la même chose que la constante d'équilibre, sauf que c'est à l'instant T. C'est pas à l'instant final. C'est pas un instant où il y a équilibre. Donc c'est au cours du temps. Au fur et à mesure de la réaction, on a donc ça. La seule différence avec la constante d'équilibre, c'est qu'on ne prend pas la concentration à l'équilibre, mais on prend la concentration à l'instant T. Et dans ce cas-là, ce quotient de réaction va évoluer au fur et à mesure de la réaction. Contrairement à la constante de réaction qui est fixe pour une température donnée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si j'ai dit que c'était la même chose, ça veut dire que la même chose, ça veut dire que si on prend le quotient de réaction à l'équilibre, donc à l'instant T qui est la fin de la réaction, à l'instant final ou à l'équilibre, ce sera égal à la constante de réaction, à la constante d'équilibre, pardon. Donc QR à l'équilibre, c'est la constante d'équilibre, parce que je remplace T par équilibre et je retrouve le Q. Ça, on va avoir plein d'exercices sur ça. Donc, apprenez les formules et on apprendra à les utiliser par la suite. Donc, le sens spontané, grâce à QR, au calcul de QR et à sa comparaison de K, au fait de comparer QR, donc le quotient de réaction et la constante d'équilibre, on peut savoir si une réaction va se passer dans le sens direct ou dans le sens indirect, ou si elle est à l'équilibre. Comment est-ce qu'on fait? On place une échelle dans laquelle on a QR équilibre, qui est la constante d'équilibre aussi, donc K, et si le quotient de réaction est supérieur à K, le sens spontané de la réaction se fera dans le sens direct. C'est ce qu'on a ici.
Pourquoi? Parce que si QR est supérieur à K, ça veut dire qu'on a trop de... Rappelez-vous, le numérateur dans QR, ce sont les produits. Ça veut dire qu'il y a trop de produits par rapport au réactif. S'il y a trop de produits par rapport au réactif, ça veut dire qu'on va aller dans le sens de la diminution des produits. Donc, dans le sens indirect, les produits seront des réactifs, entre guillemets. Les produits donc, C et D seront des réactifs et vont former des A et B. Donc, dans ce sens-là. Si maintenant, QR, donc le quotient de réaction à l'instant T, est inférieur à la constante d'équilibre K, ça veut dire qu'on a un surplus de réactifs par rapport au produit, par rapport à l'état d'équilibre. Donc si on a un surplus de réactifs par rapport au produit, ça veut dire que les réactifs vont devoir se transformer en produits. Donc A et B vont se transformer en C et D. Et on est donc dans ce cas-là dans le sens direct. Et maintenant, si QR égale à K, ça veut dire qu'on est à l'équilibre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce petit schéma? C'est que le quotient de réaction a tendance à aller vers la constante d'équilibre. Donc si c'est supérieur, ça revient vers la constante d'équilibre, donc dans le sens indirect. Si c'est inférieur, ça revient vers la constante d'équilibre, donc ça va dans le sens direct. Donc on sait dans quel sens peut se produire une réaction en comparant le quotient de réaction et la constante d'équilibre. Ensuite, comment savoir si une réaction est totale ou si elle ne l'est pas? On a plusieurs façons de le faire, mais par rapport à la constante d'équilibre, on a une façon de le faire, c'est on considère qu'une réaction est totale lorsque la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4, donc 10 000. Si la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4, ça veut dire qu'on aura à l'équilibre, si on dit qu'il n'y a pas de coefficients, les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, ça voudrait dire que le produit des produits est 10 000 fois supérieur au produit des réactifs. Donc les produits, il y a 10 000 fois plus de produits, entre guillemets, c'est pas tout à fait ça, mais bon, que de réactifs. Donc on peut dire que la réaction est totale, même si c'est pas tout à fait le cas. S'il reste quand même une petite quantité de réactifs, toute petite. Donc si c'est supérieur à 10 puissance 4, on considère que la réaction est totale. Les réactifs sont entièrement consommés, entièrement entre guillemets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, il en reste des traces, mais très très peu. Si c'est inférieur à 10 puissance 4, dans ce cas-là, on dit que la réaction est non totale, ou qu'elle est équilibrée, ou qu'elle est limitée. Et dans ce cas-là, on ne va pas mettre une flèche simple, on va mettre une double flèche. Alors que quand c'est supérieur à 10 puissance 4, on mettra une flèche simple. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça, je pense. Et deuxième façon de savoir si une réaction est totale ou non, c'est de calculer le taux d'avancement final. On l'a déjà vu la semaine dernière, mais rapidement, on le revoit aujourd'hui rapidement. Le taux d'avancement, c'est x sur x max, donc c'est l'avancement que l'on compare à l'avancement maximal si la réaction était totale, donc l'avancement maximal. Ça, c'est ce que je viens de dire. XF, c'est l'avancement final lorsque la réaction est terminée, alors que Xmax, c'est l'avancement maximal dans le cas où les réactifs, il y aurait au moins un réactif limitant, où la réaction est totale. Donc, XF est égal à Xmax dans le cas où la réaction est totale. Mais si la réaction est équilibrée, XF est inférieur à Xmax. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Le taux d'avancement final, s'il est égal à 0, c'est qu'il n'y a pas de transformation. Vous n'aurez jamais ce cas-là parce que ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien. Par contre, si c'est compris entre 0 et 1, le taux d'avancement final, ça veut dire que la transformation est équilibrée. Elle n'est pas totale, elle est limitée. Retenez un de ces trois termes, ou les trois, parce que vous avez un de ces trois dans les exercices en général. Donc la réaction est équilibrée si le taux d'avancement final est compris entre 0 et 1. Et en général, parfois, on peut mettre ce taux d'avancement en pourcentage. Donc dans ce cas-là, lorsque c'est entre 0 et 100%, le taux la transformation n'est pas totale. Quand est-ce qu'elle est totale? Lorsque le taux d'avancement est égal à 1 ou 100%. Donc en fait, ça je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas le refaire, la semaine dernière. Donc
je vous rappelle deux façons de savoir si une réaction est totale. Première façon, vous calculez la constante d'équilibre. Si elle est supérieure à 10 puissance 4, la réaction est totale. Deuxième façon, vous calculez le taux d'avancement de la réaction. Et si le taux d'avancement est égal à 1, la réaction est totale. Si c'est inférieur à 1, elle n'est pas totale. Comment est-ce qu'on calcule un taux d'avancement? XF, X final, vous l'avez, parce que quand vous faites le taux d'avancement, et je vous rappelle d'ailleurs, parce qu'il y en a plein qui ne le font pas encore, la dernière ligne, c'est XF. Pour l'instant, on a toujours mis Xmax, mais on va dire que c'est XF. Donc la dernière ligne, c'est XF. Donc il faut réécrire la même ligne que la deuxième ligne, mais en remplaçant X par XF. Et après, vous pouvez mettre égal à. Donc si elle est totale, par exemple, c'est égal à 0 ici. Mais il faut absolument que je vois écrit la formule littérale, l'expression littérale, sinon c'est pas bon. Donc là on a X, donc en dessous on a XF, on remplace X par XF. Pareil là, pareil là. Donc, si vous avez dans un exercice, on vous dit qu'à la fin, vous avez par exemple la concentration en H3O+, qui est égale à 4 fois 10 puissance moins 5. On peut en général par exemple vous donner le pH en fin de réaction, et grâce au pH on peut revenir à la concentration en H3O+. Donc ça veut dire que, comme vous savez qu'à la fin de la réaction on a XF, et que c'est égal à 4,0 fois 10 puissance moins 5 aussi, cette concentration-là, ça veut dire que XF égale à 4,0 fois 10 puissance moins 5. Donc XF, on l'a déjà. Maintenant, il nous faut Xmax. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Ajouter une ligne à votre tableau d'avancement. Donc, on en fait 4 pour les réactions équilibrées. C'est un peu plus simple à déterminer dans ce cas-là. Donc, vous faites la même chose, sauf qu'au lieu de XF, vous mettez Xmax. Donc, on aura 0,010 moins Xmax ici. Ici, on aura Xmax, et ici, on aura Xmax. Et à quoi correspond cette ligne? C'est une ligne qui est imaginaire, on va dire. On sait que la réaction est équilibrée, mais, ou alors on ne le sait pas, on essaye de voir, mais imaginons qu'on sache que la réaction est équilibrée, on sait qu'elle est équilibrée, mais on se dit, si jamais elle était totale, à quoi serait égal Xmax? Et c'est ça qu'il faut justement pour trouver Xmax, pour trouver le taux d'avancement final. Donc on fait la dernière ligne, on fait 0,010 moins Xmax, comme ça c'est un solvant, H2O, l'eau, donc le réactif limitant est forcément l'acide éthanoïque. Donc ça veut dire que 0,010 moins Xmax égale 0, donc Xmax égale à 0,010. Donc on n'a plus qu'à faire ça divisé par ça, et on trouve 4,0 fois 10 puissance moins 3, ou 0,40%. Donc c'est une réaction qui est très très limitée. Donc c'est pas du 50%, du 70%, etc. C'est une réaction qui est très limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez une mole d'acide éthanoïque dans l'eau, il y a une très petite quantité d'acide éthanoïque qui va se transformer en ion éthanoate et en ion oxonium. La grosse majorité d'acide éthanoïque que vous aurez mis dans l'eau va rester sous forme d'acide éthanoïque. Mais ça suffit pour faire augmenter le pH. Vu qu'on a du H3O+, qui augmente au fur et à mesure que la réaction se passe. Un petit exercice pour illustrer ça. Donc on vous dit qu'il y a une température de 25 degrés, qui est égale à 290 Kelvin. Je vous rappelle qu'on ajoute 273 au degré Celsius pour avoir les degrés Kelvin, pardon. On dit qu'on verse 0,15 mol d'acide propanoïque dans de l'eau pour obtenir une solution de 1 litre. Lorsqu'on atteint l'état d'équilibre, on mesure le pH de la solution qui est de 2,9, tout simplement. Donc, la première question, c'est quel est le type de réaction qui se produit? C'est une réaction acido-basique. Très simple, on a un acide avec de l'eau. L'acide, c'est un acide. L'eau jouera le rôle de base, donc on a une réaction acide-base. Écrire l'équation de la réaction, très simple, on a l'acide, donc C2H5COOH plus H2O, qui va donner la base correspondante, la base conjuguée de l'acide propanoïque. Donc ça va être l'ion propanoate. Donc vous enlevez un H et vous mettez un moins, parce qu'on enlève un H+. Et H2O, comme c'est une base, elle va gagner le H+, qui a été perdu par lui, donc devenir H3O+, ion oxonium. Et c'est ça qui va faire augmenter la concentration d'ion oxonium dans la solution, donc faire diminuer le pH. Donc on a les deux couples qui sont là. Établir le tableau d'avancement. Très simple. On a 0,15 mol
d'acide propanoïque au départ. L'eau, c'est le solvant. On a 0 produit au départ. Et au fur et à mesure du temps, vu que le coefficient stoichiométrique c'est 1 ici, ça diminue de moins x ici, de moins xf ici, et de moins x max dans le cas où la réaction est totale. Et pareil ici, vous avez l'habitude. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai mis 0,15 moins x max égale 0? Parce que si la réaction est totale, le réactif limitant est forcément l'acide propanoïque. Ça ne peut pas être l'eau qui est le solvant. Donc c'est ça qui est égal à 0. Donc x max sera égal à 0,15. Pourquoi est-ce que j'ai mis ici xf égale à 10 puissance moins 2,9? Parce que la concentration, rappelez-vous, ce qu'on a vu la semaine dernière, la concentration des ions oxonium est liée au pH par la relation concentration des ions oxonium est égale à 10 puissance moins pH fois C0. Mais C0, c'est la concentration standard qui vaut 1. Donc il nous reste que 10 puissance moins 2,9. Donc finalement, on vous demande de calculer l'avancement final de la réaction. C'est assez simple. C'est ce que je viens de dire. Ça fait... Je reprends ici, parce que là j'ai mis juste la valeur, mais bon. XF c'est égal à N final de H3O+. Pourquoi? Parce que XF, on l'a ici, et on l'a ici aussi. Donc on pourrait dire que c'est la quantité de matière finale de ion propanoate, mais c'est aussi la quantité de matière finale d'ion oxonium. Donc on va prendre celui-là, parce qu'on a le pH. Et comme on sait que la quantité de matière c'est C fois V, donc ça fait la concentration de H3O+, fois V. Connaissant la concentration de H3O+, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est C0 fois 10 puissance moins pH. On fait multiplier par V ici, on reprend ici, et on trouve 1 fois 10 puissance moins 2,9 fois 1,0. Donc on garde deux chiffres significatifs parce que le 1 ici, je vous avais expliqué que on faisait comme si que c'était du 1,0000. Donc on garde deux chiffres significatifs et on trouve 1,3 fois 10 puissance moins 3 mol pour l'avancement final. Maintenant, pour trouver le taux d'avancement final, il nous faut aussi l'avancement maximal. Donc l'avancement maximal, comme on fait, je vous l'ai expliqué juste avant. On prend cette case-là. Donc comme lui c'est le réactif limitant, à la fin c'est égal à 0. Et finalement on trouve x max est égal à 0,15 mol. Ou 1,5 fois 10 puissance moins 1 mol. Donc le taux d'avancement final, il est égal à quoi? À xf sur x max. Donc ça donne 1,3 fois 10 puissance moins 3 divisé par 0,15. Et là ça vous donne 8,7 fois 10 puissance moins 3. Ou alors, si je ne me trompe pas, 0,87%. Donc comme tout à l'heure, la réaction est très limitée. En tout cas, elle n'est pas totale. Donc la réaction n'est pas totale. Ensuite, question 7. Donnez l'expression. Pourquoi je pose cette question ici? Parce qu'on va essayer de voir si elle est totale ou pas totale aussi, mais cette fois-ci en comparant QR et K, ou plutôt en calculant K. Donc question 7, donnez l'expression du quotient de réaction à l'état initial et calculer sa valeur. Donc à l'état initial, le quotient de réaction est égal à la concentration initiale d'ion propanoate fois la concentration initiale d'ion oxonium divisé par la concentration initiale d'acide propanoïque. Et là, j'ai oublié quelque chose. Je vais le changer avant de vous envoyer le PDF. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vous laisse 30 secondes, même pas 5 secondes pour réfléchir. J'ai oublié ici fois C0. Sinon, ça va me donner quelque chose qui a une unité. J'ai oublié la concentration standard ici. Donc, le volume, ça change rien pour la valeur. Ça change quelque chose pour l'unité, mais pas pour la valeur. Donc ça fait 0 fois 0, puisqu'il y avait 0 produit au départ, divisé par 0,15 fois 1 pour la concentration standard, donc ça fait 0. Donc comme le quotient de réaction est égal à 0, il est inférieur forcément à la constante d'équilibre, donc la réaction va se produire dans le sens 1, dans le sens direct. Logique. Maintenant la question 8. Lorsque l'avancement de la réaction vaut 0,02, calculer le taux d'avancement, le quotient de réaction, on va faire pareil. Donc, si
taux d'avance, si l'avancement vaut 0,02, ça veut dire qu'ici on a 0,02, là aussi. Quand on est au cours de réaction, on regarde toujours cette ligne-là. Donc on remplace x par 0,02, x par 0,02, donc ça nous fait 0,02 fois 0,02, divisé par 0,015 moins 0,02, ça fait 0,013, et ça nous donne ça. Donc 3,1 fois 10 puissance moins 3. Donc là on peut rien dire pour l'instant tant qu'on ne compare pas à la constante d'équilibre. Donc quelle est la constante d'équilibre? C'est la même chose que le quotient de réaction, sauf que c'est à l'équilibre. On prend les concentrations à l'équilibre, toutes les concentrations à l'équilibre. N'oubliez jamais ça, encore une fois. Donc, le volume, pourquoi je mets le volume étant de 1 litre ici? C'est pour vous dire que la concentration et la quantité de matière seront les mêmes. Parce que la concentration ici, c'est égal à la quantité de matière divisée par 1,0. Donc, on peut laisser comme ça. Donc, on a xf au carré, donc x final au carré, xf fois xf. En fait, on a ça fois ça, divisé par ça, fois la concentration standard que je viens de oublier. Et ça vous donne 1,4 fois 10 puissance moins 5. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je ne sais pas si j'ai posé la question, non, mais je vais y répondre quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire entre l'avancement à 0,02 et n'importe quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, l'avancement à 0,02, on a calculé le quotient de réaction ici. Et la constante d'équilibre, on voit que le quotient de réaction est supérieur à la constante d'équilibre. Donc, si on arrive à 0,02, si on est à 0,02, ça voudra dire que la réaction va se passer dans le sens indirect, parce qu'on a fait trop, on a produit trop de produits. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça. En réalité, on ne peut pas avoir un avancement de 0,02. Ça voudrait dire que j'ai mis du A et du B, ça a avancé, et puis elle se rend compte au bout d'un moment que non, je suis allé trop loin, donc je vais revenir en arrière. Je suis allé beaucoup trop loin. Ça se passe pas comme ça en réalité. En réalité, quand on avance, à un moment donné, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la vitesse de réaction dans le sens 1 et dans le sens 2 qui s'égalisent, donc ça ne va pas plus loin. Mais là, c'était juste un petit exemple. Mais il est possible de mettre, par exemple, attendez, je vois pas les produits, j'ai une barre ici. Ouais, il est possible de mettre de l'ion propanoate et de l'ion oxonium et arriver à un avancement qui ressemblerait à ce qui est donné ici, donc 0,02, même si c'est pas tout à fait le cas. Et dans ce cas-là, on irait dans ce sens-là, jusqu'à atteindre l'état d'équilibre. Ensuite, est-ce que la réaction est totale? Non. Pourquoi? On l'avait trouvé tout à l'heure parce que le taux d'avancement final était bien inférieur à 1, et ici on le voit aussi parce que K est bien inférieur à 10 puissance 4. 10 puissance moins 5, c'est bien inférieur à 10 puissance 4. Donc la réaction n'est pas totale, elle est même très limitée. Équilibrée, donc très limitée. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était assez court. Normalement, c'est un chapitre qui est assez simple à réviser. Par contre, il y a pas mal de questions dessus, donc il faut bien le maîtriser. Ça c'est bon, je vous l'ai déjà dit. Ici, vous avez l'essentiel. Par contre, je n'ai pas mis de questions grand oral parce qu'en fait, ce chapitre-là est très imbriqué avec d'autres chapitres. Donc, il sert surtout aux autres chapitres. Ce chapitre-là, tout seul, ne sert pas à grand-chose. Il est lié aux piles, aux acides bases, etc. Donc, ça dépend de quelle réaction on choisit de traiter. Donc voilà, j'attends vos QCM, j'attends vos questions en cours, et à bientôt. Au revoir.